Bonsoir si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie de Toujours Debout. Et comme tous les mardis soirs, nous passons à la chronique de Bélir, votre programme hebdomadaire avec Bélir Nabli, professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique avec un K, un collectif engagé dans le débat public, également auteur de multiples ouvrages dont L'État, droit et politique aux éditions Armand Collin et Relations internationales aux éditions Pédone. Bélir Nabli nous livre donc son expertise une fois par semaine sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs de l'actualité. C'est une visite en forme de doigt d'honneur adressée à la justice internationale. Benjamin Netanyahou est reçu à la Maison-Blanche pour échanger avec le président américain Donald Trump sur la phase 2 de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Un mépris absolu pour la Cour pénale internationale qui a délivré un mandat d'arrêt contre le chef du gouvernement israélien. Et comble de l'hypocrisie, le cessez-le-feu à Gaza cache mal une intensification des opérations militaires israéliennes en Cisjordanie. Dimanche dernier encore, plusieurs frappes israéliennes simultanées ont touché le camp de Jénine, le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupé, détruisant jusqu'à 20 maisons dans un quartier résidentiel. Quel but poursuit donc l'alliance Netanyahou-Trump ? On en parle dans quelques instants. Et en France, le Parti socialiste a-t-il signé l'arrêt de mort du NFP ou simplement son exclusion de l'union de la gauche en refusant de voter de nouveau la censure? Le PS joue la carte du raid solitaire à gauche, laissant planer le doute avant les prochaines échéances électorales. Voilà pour le menu de cette chronique de Bélir Nabli. Bonsoir Bélir. Bonsoir. Alors, Benjamin Netanyahou est donc en visite aux États-Unis et dès son arrivée, il a tenu des propos qui montrent, si on en doutait encore, qu'il est totalement en phase avec Donald Trump. Nos décisions et le courage de nos soldats ont redessiné la carte. Mais je pense qu'en travaillant conjointement avec le président Trump, nous pouvons la transformer encore davantage, pour le meilleur. Alors Bélir, on va un peu lire entre les lignes. Les décisions de nos soldats ont transformé la carte de Gaza. Nous voulons la transformer encore plus, dit-il, avec Donald Trump. On a l'impression que l'opération militaire n'est pas terminée. Alors non seulement elle ne serait pas terminée, mais surtout, ce qui transpire de ce type de déclaration, c'est vraiment le mépris du droit international dans la mesure où, à travers l'expression de redessiner les cartes, l'armée israélienne l'a redessinée par la force, y compris en Syrie, y compris en grignotant encore des territoires sur qui relèvent de la souveraineté syrienne, théoriquement, notamment sur le plateau du Golan, mais également en entrant, en multipliant les émissions sur le territoire syrien depuis la chute de Bachar el-Assad, paradoxalement, du moins apparemment. Donc au-delà même des territoires palestiniens, espèce d'expansionnisme israélien se manifeste par-delà le respect du premier des principes du droit international, le respect de la souveraineté des États, ici par exemple donc l'État syrien. Donc c'est en cela aussi que le discours de Benjamin Netanyahou rejoint le discours de Trump lorsqu'il exprime ses velléités expansionnistes par-delà toutes les données du droit international, par-delà la souveraineté des États, etc. Il y a une vraie défiance par rapport à quelque chose. Et son désir d'envoyer, de nettoyer Gaza de sa population et de l'envoyer en Jordanie et en Égypte. On sait que les pays arabes ont tout de suite mis un stop à cette idée, à la poursuite même de cette idée, mais le fait qu'elle soit émise, cette hypothèse, par le dirigeant du supposé pays le plus puissant au monde est quand même inquiétant. Oui, l'idée de nettoyer Gaza, en vérité, elle avait été exprimée dans des plans israéliens au début, voire peut-être même avant les attaques du 7 octobre. C'est vraiment à la fois, j'allais dire, un idéal du point de vue de certains dirigeants israéliens qui rêvent
d'annexer Gaza et de l'intégrer dans leur imaginaire et de transformer cet imaginaire en réalité. C'est le projet de Grand Israël qui intégrerait Gaza. Mais Gaza est, j'allais dire occupée, oui, elle est occupée mais par Israël, mais elle est peuplée par des Palestiniens. Et c'est cette présence humaine que souhaite remettre en cause à la fois le plan israélien et le plan américain. Sauf qu'on retrouve ce même prisme qui est celui d'ignorer, non seulement d'ignorer le droit international, mais de le violer. Puisque derrière le mot vulgaire, de barbare, de nettoyage, il y a en fait des crimes. Un crime de guerre, voire crime contre l'humanité, que constituerait le déplacement par la force de millions de personnes. Et puis derrière, lorsqu'on entend notamment la déclaration du président Trump qui estime que coûte, d'une certaine manière, le président égyptien Al-Sisi et le roi jordanien accepteront finalement sa proposition, cette idée, d'une certaine manière, ont vu leur réaction première, qui était de rejeter et d'opposer une fin de non-recevoir à un tel plan. On ne voit pas très bien comment ils pourraient imposer cette solution, si ce n'est par la force. Alors pas forcément la force militaire, mais l'imposer, oui, par un rapport de force économique notamment, parce que ce sont deux États en position de faiblesse économique, en position de dépendance. Besoin des subventions américaines. Et même du point de vue politique, une fragilité du trône en Jordanie et de la présidence égyptienne. Cette fragilité politique suppose de ne pas être d'autant plus déstabilisée par une remise en cause du soutien américain. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais vraiment on a toujours le même prisme depuis le 7 octobre et au-delà, à savoir une volonté de neutraliser toutes les prescriptions, c'est-à-dire toutes les obligations que charrie le droit international pour imposer un autre prisme, une autre manière de faire, imposer la force tout simplement au nom de ses intérêts, de son idéologie. Au mépris du droit international. Mais une chose que j'aimerais souligner, c'est que Benyamin Netanyahou a mis 13h30 pour se rendre de Tel Aviv à Washington, soit un temps de vol significativement plus long qu'un vol commercial lambda, alors qu'il voyage évidemment en avion privé, du moins de l'État israélien. Bibi serait donc au final prudent. Il a sans doute voulu éviter les espaces aériens des pays susceptibles d'exécuter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale émis contre lui. Est-ce que c'est à minima, disons, la seule satisfaction de savoir que le Premier ministre israélien est quand même entravé dans ses déplacements? On se souvient qu'il n'a pas pu se rendre en Pologne pour la commémoration des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Est-ce que là, au moins sur l'aspect diplomatique de ces déplacements à l'international, il va être contraint? Juste une petite précision quand même, les États-Unis n'étant pas partis au statut de Rome, le traité qui a créé la Cour pénale internationale, oui, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation d'exécuter le mandat qui a été émis par les juges de la CPI, mais ça ne ferme pas la porte à une initiative de juges fédéraux américains qui pourraient s'appuyer sur ces mandats pour répondre à des requêtes ou des recours en ce sens. On verra bien, mais bon, ce qui est important, effectivement, ça reste très peu probable. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est que malgré cette séquence historique marquée par une marginalisation du droit international comme régulateur des relations internationales, les mandats, concrètement, placent Netanyahou dans une situation d'insécurité juridique. Il ne sait pas. Il ne sait pas exactement quel serait le comportement. Alors, pas forcément des États, ou plutôt des exécutifs qui dirigent les États, qui sont ses alliés. Je pense notamment à la France, qui est à la fois partie du statut de la CPI, qui devrait donc être soumis à l'obligation d'exécuter les mandats, et qui, en même temps, a déclaré
qu'elle reconnaissait une immunité au Premier ministre. Donc il y a une situation équivoque. La du point de question vue a été français. posée à Christophe Lemoine, qui est le porte-parole du Quai d'Orsay, et qui a répondu de manière très gênée que la France n'avait pas commenté le trajet de l'avion israélien, du Premier ministre israélien jusqu'aux États-Unis. On sent quand même que cette question va être de plus en plus gênante pour les pays occidentaux, notamment, qui sont signataires de ce statut de Rome. Oui, c'est une question gênante, mais surtout qui renvoie à une responsabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on souligne l'espèce de repli, de régression du respect du droit international dans la vie internationale, tu as une responsabilité première de ceux qui sont théoriquement censés être les premiers respectueux de ces règles, à savoir ceux qui se sont engagés à les respecter. Quand tu es membre de la CPI, tu respectes tes obligations et tu n'inventes pas une interprétation alambiquée pour échapper à tes obligations, ce qu'a fait finalement Emmanuel Macron en parlant d'immunité à l'endroit de Benyamin Netanyahou, ce qui ne repose sur rien du point de vue des obligations que prévoit le statut de la CPI. Et donc il y a une responsabilité en plus d'États qui sont censés être démocratiques et donc qui ont une relation particulière avec ce qu'on appelle l'État de droit, l'État soumis au droit, y compris le droit international, et qui tombe dans cette dérive consistant à finalement préférer faire jouer d'autres prismes que le respect du droit, notamment le rapport de force, les intérêts individuels à court terme, etc., etc. Mais in fine, c'est pour ça que je précise à court terme, in fine, tout le monde perd dans cette dérive. Regarde, finalement, lorsque Trump se permet de jouer avec les règles internationales applicables au Groenland, notamment, lorsqu'il joue aussi des règles internationales commerciales. Il fait du chantage à ses partenaires, comme le Mexique. C'est une attitude par rapport à laquelle, lui, il est en cohérence, parce que c'est sa manière de voir la vie internationale, c'est une manière où c'est le rapport de force qui doit commander finalement ces rapports, ces relations. Mais en Europe et dans ce qu'on appelait le bloc démocratique, a priori, c'est précisément le droit qui devait réguler les relations. Et donc, tu vois, et finalement, c'est une forme d'insécurité globale qui se diffuse, puisqu'on ne sait plus très bien ce qui guide les relations, si ce n'est encore une fois le rapport de force. Tu m'attaques, je réponds, et on verra bien qui aura le dernier mot. Vraiment, c'est vraiment un schéma simpliste, mais qui renvoie à quelque chose finalement qu'on connaît tous, qu'on appelle la loi de la jungle. Alors, cette visite arrive dans un contexte aussi assez flou au sujet du sort de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Jeudi dernier, le 30 janvier, c'était la date officielle de cessation des activités de l'UNRWA, imposée donc, cessation imposée par Israël en vertu des lois votées fin octobre par le Parlement israélien et qui devaient donc rentrer en vigueur. Mon collègue Cyril Emba a eu le porte-parole de l'agence onusienne dans son émission L'Actu c'est vous, Jonathan Fowler, qui trouve totalement illégitime qu'Israël veuille se débarrasser de l'UNRWA. Mais parlons spécifiquement des accusations de participation dans les attaques du 7 octobre. Là, il s'agissait d'accusations contre 19 personnes qui étaient des employés de l'UNRWA. Il y a eu une enquête indépendante de l'UNRWA, mais c'est une enquête de l'instance le plus haute des Nations Unies. Cette enquête a conclu, avec beaucoup de difficultés, pour faute de preuves suffisantes fournies par les autorités israéliennes, que dans 9 cas, il y avait une probabilité, peut-être, mais très très conditionnelle, qu'il aurait eu une participation quelconque, mais une participation non spécifique, dans 9 cas. Donc, ce n'était pas possible de corroborer indépendamment, mais c'était considéré comme étant suffisant pour maintenir la termination des contrats de ces individus. Mais pourtant, nous entendons comme quoi c'était des preuves irréfutables ou bien toute l'agence. N'oublions pas, c'est une agence de 30 000 personnes. Toute l'agence est infiltrée par la Hamas, etc. Statistiquement, c'est un non-sens parce que nous parlons d'accusations sans corroboration de 0,04% de nos employés. Et pourtant,
c'est considéré comme étant en raison de défaire complètement notre mandat, que je rappelle est un mandat donné par l'Assemblée générale des Nations unies depuis des décennies et constamment renouvelé. Bélir, comment tu expliques cette offensive contre l'UNRWA? On comprend bien qu'Israël essaye de cacher un petit peu tout ce qui se passe en Cisjordanie, ou du moins d'écarter des témoins qui pourraient être gênants. Alors, tu as raison de souligner qu'il y a une offensive, mais en vérité, elle s'inscrit dans un mouvement de fond. L'UNRWA est systématiquement ciblé, critiqué par Israël depuis très longtemps, parce qu'il y a cette volonté de la crédibiliser, alors que c'est une agence onusienne, une entité onusienne, de la délégitimer. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière l'UNRWA, il y a la question des réfugiés palestiniens, tout simplement. Tant que l'UNRWA existe, il y a une manière de rappeler qu'il y a un phénomène historique qui est celui, justement, on parlait du nettoyage ethnique qui est derrière l'idée de nettoyer Gaza. Ce nettoyage ethnique, les Palestiniens l'ont déjà connu, à l'occasion de la première guerre israélo-arabe, 47-49 avec la Nakba, puis la Nasra en 67, la guerre des 6 jours, qui a également abouti à de nouvelles opérations de nettoyage ethnique et qui ont les deux phénomènes historiques ont produit des réfugiés palestiniens. Alors, qui se sont installés en partie sur les territoires palestiniens, puisque des Palestiniens de Cisjordanie se sont installés en partie à Gaza, mais l'essentiel se sont installés dans des... en Syrie. Exactement, dans des camps de réfugiés, précisément situés dans les États voisins, Liban, Syrie, Jordanie. Donc c'est en cela que la question de l'UNRWA est très importante pour les Israéliens, parce que ça renvoie à une réalité historique, humaine et politique. C'est il existe finalement des Palestiniens qui revendiquent un droit de retour, qui renvoie à des événements historiques extrêmement importants et qui font l'objet d'une forme de révisionnisme dans la mesure où ils ne sont pas acceptés comme tels par Israël. Israël n'accepte pas l'idée de nettoyage ethnique. Des Palestiniens installés au Liban et en Syrie qui... Alors ça, c'est une réalité, mais le fait qu'ils soient partis forcés, ça, c'est contesté. L'idée de nettoyage ethnique et l'idée même qu'ils soient partis parce qu'ils étaient forcés de partir sous la contrainte des forces armées israéliennes ou des entités paramilitaires israéliennes, tout cela est nié. Et donc, il y a cette chimère, cette fiction qui est à la base du roman national en Israël, suivant lequel les Palestiniens seraient partis, auraient abandonné leur village, leur maison, par une décision librement consentie. Donc c'est une fiction, mais sur laquelle repose notamment, finalement, l'existence même de l'État d'Israël. Donc c'est une dimension vraiment essentielle, symbolique, très forte derrière la question des réfugiés palestiniens. Et tu parlais d'un autre phénomène, et effectivement, parce qu'on a eu progressivement, la focale sur Gaza se déplace également en Cisjordanie, parce que précisément, derrière la trêve à Gaza, il y a un accroissement des agressions physiques, des destructions, des bombardements en Cisjordanie, de manière presque, suivant un plan presque vraiment pensé d'une certaine manière. Ce n'est pas un phénomène spontané. Il y a des personnalités au sein même du gouvernement israélien qui soutiennent l'idée d'une annexion. Qui soutiennent l'idée d'une annexion totale de la Cisjordanie, avec le soutien humain, j'allais dire, sur le terrain de colons qui passent à l'acte, tout simplement, des actes criminels qui vont de l'assassinat à la destruction de foyers, de maisons, d'occupation, de création de colonies sauvages, etc. etc. Tout cela s'inscrit dans une histoire. Une histoire, c'est celle de l'occupation et de la colonisation de la Cisjordanie, sachant que très récemment, il faut le rappeler, même si cela s'inscrit aussi dans une forme de cohérence du point de vue du droit international, la Cour internationale de justice a rendu un avis extrêmement important le 19 juillet dernier, donc 2024. Elle a été, en tant que
qu'organe judiciaire des Nations Unies, la CIJ, donc, a été saisie par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des territoires palestiniens. Qu'en est-il? Quel est leur statut finalement? Puisque tout cela fait encore l'objet de débats, notamment eu égard au comportement des dirigeants israéliens qui nient toute occupation, toute colonisation. C'est des termes maintenant qui sont niés. Je soulignerai même que sur les plateaux de télévision en France, ces mots également sont neutralisés, écartés. Et on entend très peu le terme de colonisation quand il s'agit d'Israël. Oui, parce que ça relève des éléments de langage israélien qui consistent à dire qu'il n'y a pas de colonisation dans la mesure où il n'y avait pas d'État préalable et que par conséquent, ce sont des territoires non pas occupés et donc colonisés, mais des territoires disputés. Et partant de ce postulat, il plaque une grille de lecture religieuse qui nourrit donc une légitimité à pouvoir recouvrir ce territoire parce qu'il serait ancestral. Même dans la dénomination, quand il considère que la Cisjordanie, c'est la Judée-Samarie, on sent bien qu'il y a une appropriation claire des territoires palestiniens. Oui, et tu vois, ça renvoie à nouveau à ce même phénomène de marginalisation du langage juridique international, celui qui permet de parler la même langue, de pouvoir se comprendre avec des principes communs, des règles communes, des solutions communes. Également là, on a tout d'un coup un langage d'essence religieuse qui se diffuse. Ce qui est remarquable, c'est qu'il est repris même parfois parmi les acteurs publics français, certains qui se revendiquent comme laïcards et qui sont fervents défenseurs de la laïcité, du moins du point de vue de leur posture, et qui en réalité ne se rendent même pas compte qu'ils reprennent à leur compte un discours d'essence religieuse. Bon, tout cela pour souligner à nouveau la posture de beaucoup des acteurs publics sur ce dossier-là. Et quoi qu'il en soit, la Cour internationale de justice, et il faut le saluer, elle reste droite. Elle reste droite. C'est-à-dire que ses raisonnements sont d'une grande cohérence du point de vue du droit international. Et donc, d'après l'avis qu'elle a rendu le 19 avril dernier, elle a rappelé premièrement que les territoires palestiniens, c'est-à-dire la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, sont des territoires occupés. Qu'autrement dit, Israël, en étant présent sur ces territoires, est une puissance occupante qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas à y être de manière aussi prolongée, que finalement sa présence prolongée relève d'une politique d'annexion qui elle-même se prolonge par une colonisation, tout cela étant totalement illégal. Et donc il y a une invitation expresse dans l'avis de la Cour internationale de justice à retirer les troupes israéliennes de ces territoires. Donc voilà, je veux dire par là, encore une fois, ce qui est censé nous permettre de parler une même langue sur des valeurs communes donne lieu à des conclusions extrêmement claires, extrêmement univoques, et qui, malgré tout, sont très, très minorées. Tu auras remarqué que cet avis officiel rendu par la plus grande... La première des juridictions internationales n'est pas diffusée dans nos médias mainstream, et qu'au contraire, une espèce de brouhaha continue à dominer. Pire encore, les éléments de langage finalement animés par des références bibliques continuent à se développer dans notre propre débat public censé être républicain. La etc. présence d'officiels même, de porte-parole de l'armée israélienne sur des médias français. On l'a vu avec le cas de BFM TV. La parole officielle israélienne est partout dans les médias mainstream. Il n'y a même pas une espèce d'équité dans la façon de donner la parole aux Palestiniens aussi, ou à des représentants palestiniens, comme l'ambassadrice de Palestine en France, et le temps de parole énorme que reçoivent les officiels israéliens. Je ne sais pas ce que tu as... Enfin, si, on peut identifier ce qu'on appelle des officiels israéliens, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas cette qualité, c'est qu'en vérité, oui, c'est plutôt la position officielle
d'Israël qui est diffusée par des acteurs qui ne sont pas forcément des représentants de l'État d'Israël officiellement et qui, malgré tout, diffusent ces éléments de langage en se départissant totalement de ce qu'ils revendiquent par ailleurs, à savoir le respect du droit, le respect des droits de l'homme, ou encore même le fait d'être animé par un esprit laïque. Tout cela est oublié au nom de, finalement, un soutien conditionnel à Israël, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Bélier. On va parler de politique en France à présent. Faut-il encore croire en l'union de la gauche alors que François Bayrou a déclenché le 3 février dernier, on se souvient, hier, donc, le 49.3, l'article 49.3 pour faire adopter un budget sans vote. Le Parti socialiste a annoncé qu'il ne voterait pas les motions de censure déposées dans la foulée par la France insoumise. Une nouvelle trahison pour ses autres partenaires du NFP, tu trouves, Bélir ? En tout cas, le mot a été lâché par les autres entités, en particulier par LFI. Non, mais ce que je trouve intéressant, ça ne sert à rien d'essayer de reprendre les termes du débat et de la polémique interne à la gauche. Par contre, il y a deux éléments que je trouve intéressants. Premièrement, objectivement, le choix des socialistes est de nature à participer à la stratégie d'Emmanuel Macron. Parce que depuis, finalement, la dissolution et les résultats qui en sont sortis, il a suivi une même stratégie qui a consisté à tenter de fracturer le NFP. Et finalement, la décision des socialistes, quoi qu'on en pense, objectivement, elle tend à conforter cette stratégie. Et deuxième élément qui me tient à cœur, dans la mesure où je ne suis ni militant d'un parti, et encore moins représentant d'un quelconque parti de gauche, il faut quand même souligner le décalage. Le décalage entre l'intensité, la passion, et ça, il ne faut pas le condamner en soi, c'est normal, ça fait partie de la vie politique et démocratique, mais il n'empêche, la tension, la passion qui déchire ces partis du NFP, et de l'autre, une demande vraiment majoritaire des électeurs de gauche qui souhaitent d'abord et avant tout l'unité. Pas à n'importe quel prix, mais l'unité. Je veux dire par là qu'il y a quand même une marge entre pas d'unité et une unité à un certain prix. Et là, il y a un décalage dans la mesure où l'intensité de la confrontation frontale entre les différents responsables du NFP semble vraiment mettre de côté, ignorer totalement la demande. Mais est-ce que les choix des socialistes de faire aussi bande à part, d'une certaine façon, finalement... les responsables, tu les trouves, il n'y a pas de souci. Oui, cette désunion naturelle. C'est presque... Parce qu'ils se sont unis sur des principes. Bien sûr. Et si les principes sont violés, forcément... Bien sûr. Mais je trouve ça relativement simple. Bien sûr, on peut identifier les responsables. Une responsabilité des socialistes à finalement s'être départis des engagements qui étaient clairement posés dans le programme, même s'il a été rédigé à grands traits, le programme du NFP. Mais on pourrait, et d'autres soulignent également, qu'il y a une forme de, radicalité, une forme de rigidité, par exemple de LFI, dans leur relation par rapport aux socialistes, qui fait que ça tend d'autant plus les relations internes. Mais moi, ça m'intéresse pas vraiment, finalement, parce qu'on sera tous amenés à reconnaître la responsabilité des uns et des autres au moment des élections notamment. Donc voilà, il y a une conscience individuelle et une responsabilité aussi de chacun des protagonistes. Mais il n'empêche, en attendant, l'équation politique actuelle au regard de la situation du paysage politique français, elle est assez claire sur un point. Si on est désunis à gauche, on perd. Mais quel est le calcul ? Or, le calcul, il est simple. Oui. J'ai l'impression, il est simple, c'est un grand mot. Mais j'ai l'impression que chacun tente de jouer la carte de l'hégémonie ou l'idée de pouvoir s'imposer seul. Alors, c'est un pari qu'on peut comprendre d'un point de vue
la stratégie politique. Comment avoir l'hégémonie en divisant? Parce que l'équation pour le Parti socialiste, c'est que en faisant le choix de ne pas voter la censure portée par LFI, il y a une fracture qui se crée d'emblée, alors que voter la censure n'aurait certainement pas fait tomber Bayrou, puisque le Rassemblement national ne votera pas la censure. Tu as raison, mais encore une fois, je te dis... Je ne suis pas aussi fin que toi dans l'analyse politique. Je laisse à nos téléspectateurs ou autres juger des responsabilités des uns et des autres. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est qu'en vérité, la clé d'analyse pour comprendre cette capacité à se désunir, c'est qu'en fait, chacun pense qu'il peut s'imposer seul. En fait, c'est ça la clé. LFI a tenté le coup, tente cette stratégie de faire une démonstration de force en considérant qu'il y a une possibilité de s'imposer. Et les socialistes aussi, en fait. Les socialistes également pensent qu'ils peuvent regagner un leadership et donc imposer leur doxa, leur tonalité au sein d'un conglomérat. Et donc, c'est le leadership à gauche qui se joue. Mais la gauche n'est pas composée que de ces deux camps. Et pour le coup, les autres membres de... Les autres ne jouent pas forcément la clé du leadership. Les autres ne sont pas forcément en faveur des prises de position des socialistes. Je te cite Marine Tondelier, qui prend ses distances avec le PS et qui annonce qu'elle va censurer Bayrou et que son budget va faire souffrir les Français, elle dit... Et elle ne comprend pas le choix des socialistes de ne pas censurer le gouvernement. Les socialistes, les écologistes, les communistes ont l'air de continuer dans l'union, de ne pas vouloir briser l'union sacrée. Donc, on a quand même l'impression qu'il y a une petite bande qui est restée solidaire, plus ou moins, parce qu'on sait que les écologistes et les communistes ont également négocié à certains moments avec le gouvernement, mais qui sont revenus un petit peu à la raison en comprenant qu'il n'y aura pas de changement de ligne. Pourquoi jouer l'hégémonie quand le groupe reste encore relativement soudé et qu'on aurait pu rester ensemble? L'hégémonie, c'est pas du côté des socialistes. Ils en sont pas là quand même. C'est plutôt regagner un leadership. C'est plutôt, de mon point de vue, ce qui est en jeu de leur point de vue. Alors que la carte de l'hégémonie, elle est du côté de LFI qui a gagné ces dernières années une dynamique favorable. Mais tu vois, même quand tu évoques les communistes ou les écologistes, tu as raison de dire que c'est au dernier moment. Et in fine, ils ont opté pour le vote d'une motion de censure. Mais on sait, toi et moi, qu'il y a des bisbilles même en interne, qu'il y a des tensions, il y a même des interrogations, alors même qu'officiellement, leur position est univoque, elle est claire, ce sera la motion de censure, parce que tout cela va de soi. Le budget est si mauvais que, naturellement, il ne mérite pas d'être... voter et que mais en réalité non, les interrogations traversent toutes les forces de gauche parce que il y a en fait vieux dilemme qu'on connaît en politique y compris. La politique, c'est pas que du cynisme. La politique, c'est aussi une tension entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Et c'est vraiment aussi ce qui joue. Les socialistes, eux, essayent d'apparaître comme les plus responsables aux yeux à la fois des Français en général, parce qu'on a vu des enquêtes d'opinion circuler tendant à penser qu'une majorité de Français serait pour finalement une stabilité politique. Et donc, ils y voient dans leur choix une forme de réponse à cette volonté de stabilisation de la vie politique, éthique de responsabilité, donc. Et d'autre part, il y a l'éthique de conviction qui est constitutive aussi de la vie politique, heureusement. Et c'est celle qui anime essentiellement encore les autres entités du NFP qui sont positionnées par rapport à leurs convictions profondes au regard à la fois de l'identité du gouvernement Bayrou, qui est particulièrement droitier, et au regard d'un texte, d'un projet de loi de finances et d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui ne sont pas acceptables en l'état lorsqu'on est à gauche. Et c'est d'ailleurs assez ironique de voir comment le bloc central profite un petit peu de tout ça, même dans la sémantique, et qualifie le Parti socialiste de parti de gouvernement pour lui donner cette espèce de respectabilité que n'aurait pas LFI notamment. Disons que si, à un moment donné, il y aura un choix à faire, tout simplement, pour les socialistes,
tout simplement. C'est en vue des prochaines élections, en vue des prochaines échéances électorales, avec qui feront-ils alliance ? Avec qui vont-ils nouer un pacte d'alliance ? Avec les autres entités de gauche ou avec le bloc central ? Juste avant qu'on ne s'avance là-dessus, j'aimerais qu'on écoute Arthur Delaporte, qui est député socialiste et qui se défendait justement hier au micro de nos journalistes concernant donc le choix du Parti socialiste de ne pas censurer le gouvernement Bayrou. Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, qu'on va écouter tout de suite. On a un Premier ministre qui vient de déclencher, et c'était prévisible, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer son budget. Depuis plusieurs semaines, nous nous sommes engagés dans des discussions avec le gouvernement pour faire modifier le budget qui avait conduit à la chute de Michel Barnier. Ce n'est pas notre budget. Nous avons d'ailleurs voté contre en commission mixte paritaire. Nous avons voté contre au Sénat. Ce budget n'est pas un bon budget. Pour autant, il faut un budget pour la France. C'est la raison pour laquelle le Parti socialiste a pris une décision, celle de censurer ce gouvernement à l'issue de la procédure budgétaire. C'est-à-dire que nous n'allons pas voter la censure ce mercredi sur le budget, parce qu'il faut un budget pour la France, mais nous déposerons à l'issue une motion de censure, parce que nous nous opposons plus largement à ce gouvernement, à ce qu'il représente, à ce qu'il a dit la semaine dernière sur la submersion migratoire, mais plus largement à toutes les remises en cause de l'état de droit, à toutes les remises en cause au niveau européen, du droit social, du droit économique, du devoir de vigilance. Bref, il y a beaucoup de sujets qui nous opposent à ce gouvernement et c'est ce que nous signifierons la semaine prochaine. Alors des choix qui sont évidemment contestés et l'avenir du nouveau Front populaire est à repenser selon Éric Coquerel. Que le nouveau Front populaire sera mort demain soir si les socialistes ne votent pas la censure, tel que proposé. Comment ? Est-ce que le NFP sera mort demain soir si les socialistes Non, les socialistes ne seront plus dans le NFP. Mais c'est la fin. Pas mort. Parce que je vous rappelle que les LFI, les communistes, les écologistes sont ensemble et que les socialistes, que je sache, avant d'avoir rejoint le cadre unitaire qu'on a proposé NUPES puis NFP sur une base de rupture, sur leur base, leurs dernières élections, c'est 1,90, c'est ça, Madame Hidalgo. Donc le fait que le NFP soit plus, le Parti socialiste soit plus dans le NFP, il sera définitivement dehors. Comment voulez-vous le NFP, c'est quoi ? C'est une alliance dès le premier tour aux élections sur la base d'un programme de rupture. Bon, si les gens, au bout de 2 ans, ne tiennent pas leur engagement devant leurs électeurs, est-ce que vous pensez que moi, je vais aller soutenir un député socialiste, alors en sachant que, au bout de 2 ans, il déchirera le papier et qu'il soutiendra. Donc vous ne viendrez pas, vous ? Et on l'entend, bien sûr, ce qui pose problème pour les insoumis, c'est ce rapport des socialistes avec le camp présidentiel, avec François Bayrou notamment. C'est ce qu'explique Éric Coquerel, donc le député insoumis. L'opposition et la majorité se déterminent par le vote sur le budget. Si vous votez le budget, vous êtes dans la majorité, vous êtes dans le soutien au gouvernement. Si vous vous y opposez, vous êtes dans l'opposition. Il est bien évident, et là je parle du groupe socialiste, puisque c'est lui qui a expliqué qu'il ne voterait pas la motion de censure, qu'à partir du moment où il ne vote pas la motion de censure, il laisse passer le budget. Un mauvais budget, ils n'en disconviennent pas. Et donc s'ils laissent passer le budget, ça veut dire que de fait, ils sont dans un soutien sans participation au gouvernement. De fait, ils sont dans la majorité. De fait, ils rompent tous les engagements pris devant les électeurs avec leurs collègues du Mouvement populaire dont nous faisons partie, qui, en première ligne dans ce document, mettaient la volonté de s'opposer à la politique de M. Macron. De fait, ils permettent à M. Macron et M. Bayrou, pendant au moins 1 an, de continuer leur politique de casse sociale. Voilà aujourd'hui le choix qu'ont les députés socialistes. Et on s'adresse aux députés socialistes, puisque nous savons que les députés communistes, ultramarins, écologistes vont déposer une motion de censure avec nous. Nous adressons à nos collègues socialistes pour leur dire de ne pas respecter la consigne de leur parti, de voter en tant qu'opposant au budget Barnier. Et c'est, j'allais dire, ce que devrait faire d'ailleurs tout opposant pour respecter ses engagements devant ses électeurs respectifs. Vous aurez donc compris que pour mercredi prochain, nous faisons un appel à toutes les oppositions de l'Assemblée nationale pour censurer ce gouvernement, ce qui permettra d'éviter que ce budget ne sévisse pendant 1 an et impose la casse sociale et les inégalités que depuis 5 ans nous vivons avec Emmanuel Macron.
Voilà, Bélir, on a donné la parole à peu près tout le monde, Coquerel un petit peu plus. Oui. Mais qu'est-ce que tu dis de sa dernière prise de parole? En tant qu'opposant, on a le devoir d'être à la hauteur et simplement, basiquement, de s'opposer à des mesures qui ne vont pas dans notre ligne. Non, incontestablement, M. Coquerel, avec ses alliés écologistes et communistes, ils sont dans une forme de cohérence. En fait, c'est non seulement, il y a une éthique de conviction, mais il y a aussi une cohérence dans leur position actuelle. Donc, ils sont plutôt dans une zone de confort. Hein. Ils sont en cohérence avec le programme, ils sont en cohérence avec leur ligne de rupture par rapport à la politique menée depuis le premier mandat à Macron, etc. Donc, c'est plutôt les socialistes qui, effectivement, doivent convaincre par rapport à un sentiment à la fois de retournement et par rapport à un discours pour le moins alambiqué. Ils ne sont pas convaincants. C'est compliqué la stratégie qu'ils essayent de décliner, sachant ce qu'ils auraient obtenu dans le budget n'apparaît pas très clairement, ou en tous les cas n'est pas remarquable, pour reprendre l'expression même d'Olivier Faure. Je ne vois rien de remarquable pour l'instant. Voilà. Sachant qu'ils avaient fixé de plusieurs lignes rouges qui ont été franchies, notamment sur les retraites. Ils n'ont rien obtenu, juste un report et des discussions. Non, mais il reste vraiment l'ultime argument de l'éthique de responsabilité, eu égard à la situation d'instabilité généralisée, eu égard à une demande qu'exprimerait l'opinion publique en faveur d'un minimum de stabilité institutionnelle. Ils optent pour un vote qui ne partagerait pas sur le fond, eu égard à la loi de finances et à la loi de financement de la sécurité sociale, et eu égard aussi à l'identité du gouvernement, puisqu'il parle d'une motion de censure dans un deuxième temps, basée sur les valeurs de la République. Les valeurs de la République, elles sont déjà affectées par le discours gouvernemental et par le gouvernement tel qu'il est composé et tel qu'il est incarné. Donc il y a là vraiment un dispositif qui ne tient pas vraiment debout, même si, encore une fois, on voit bien une espèce de tentative de pragmatisme, voire de cynisme, qui tend à guider l'attitude des députés socialistes. Bon, quel avenir alors pour cette gauche? On sait que le Parti socialiste jouit encore d'une certaine implantation locale et on a vu que la France insoumise avait des difficultés à ce niveau. Louis Boyard qui a échoué malheureusement pour lui à Villeneuve-Saint-Georges à se faire élire au municipal. On le voit quand même que chacun a quelque part besoin de l'autre. Disons que ça serait un bon postulat pour les uns et les autres, puisque ce sont des animaux politiques. Ils sont à minima réalistes, et le réalisme devrait les conduire à ne pas jouer la carte de la rupture de manière quotidienne, systématique, en s'opposant comme si son propre partenaire était son ennemi public numéro 1. C'est ça qu'on a du mal à saisir lorsqu'on est de l'autre côté du paysage politique et qu'on observe finalement celui-ci. On ne comprend pas comment, même si en fait il y a une part d'humain, bien sûr, plus vous êtes a priori proche, plus vous ressentez les choses de manière plus intense par rapport à son comportement, son attitude, ses décisions, d'où le mot aussi fort que celui de trahison qui réapparaît régulièrement à l'égard des socialistes, mais je ne pense pas que ça soit la voie malgré tout pour faire gagner la gauche dans son ensemble. Il faut malgré tout, parce qu'il y a d'abord une demande en ce sens d'unité, une demande en ce sens de l'électorat de gauche, et deuxièmement, il y a aussi une nécessité en vue de gagner. Aucune des unités politiques à gauche ne gagnera seule. Et vous ne pouvez pas gagner avec les autres en les accusant soit d'être une source de chaos, je pense, soit à LFI, soit une source de traîtrise ou une identité de traître par nature, j'allais dire, s'agissant des socialistes. C'est injouable
avec de tels termes. Il va falloir reconfigurer son logiciel et s'inscrire dans un état d'esprit différent. Merci beaucoup, Bélir. Merci pour cette explication. Ces explications au sujet de la gauche qui part donc en ordre dispersé, malheureusement. C'est plus une tentative d'analyse qu'une explication. Tentative d'analyse des divisions, malheureusement, qui arrivent et qui persistent au cœur de la gauche française.